est ravie de vous retrouver et nous allons parler ce soir d'un sujet extrêmement préoccupant puisque nous allons parler des séquelles de l'inceste et de la pédocriminalité sur la santé et la sexualité des victimes. Vous allez me dire, vaste programme. Oui, vaste programme et croyez-moi, on ne le traitera pas en une demi-heure ce soir. C'est vraiment un sujet extrêmement compliqué. Mais avant de démarrer, je vais quand même vous rappeler que je ne suis pas toute seule. Alors, là-bas, à ma droite, j'ai Notre-Dame Justice qui ne nous a pas relâchés. Vous avez vu, elle est bien là. Hein. Le Covid n'a pas eu sa peau. Eh non, je suis toujours là. Donc Bonsoir. Elisabeth Ponviane, Maître Ponviane, bienvenue parmi nous ce soir. Merci Katia. À côté d'Elisabeth, eh bien, je vais vous parler de Michèle Boiron. Alors, Michèle Boiron, vous êtes psychologue clinicienne, je ne me trompe pas, et sexologue. Et thérapeute de groupe. Alors, vous voyez, c'est très important parce que ce soir, nous allons attaquer un sujet qui vous concerne et dont j'ai plein de questions à vous poser, en fait. À côté de Michèle, nous avons Jean-Luc Plavie. Alors Jean-Luc Plavie, je ne vais pas faire semblant de ne pas le connaître, parce que je ne pourrais pas. Je le connais depuis pas mal d'années. En plus de ça, nous avons travaillé ensemble, ainsi que Pascal et Elisabeth, nous avons travaillé sur le livre blanc qui était porté à cette époque-là par France Asso Santé Île-de-France, Jean-Luc. Et vraiment, c'était intéressant, parce que dans ce livre blanc, on a essayé justement de parler de toutes les séquelles que pouvaient avoir les victimes d'inceste et de pédocriminalité. D'ailleurs, il existe ce livre blanc, Jean-Luc. Je vous laisserai en parler tout à l'heure parce que c'est très important. Caroline, je lui avais dit de venir aussi ce soir parce que Caroline est rédactrice en chef d'une revue que moi j'aime beaucoup, d'un magazine qui s'appelle 50-50 et qui nous parle de l'égalité homme-femme, femme-homme, Caroline. Oh, je ne me fasse pas gronder, parce que je vais me faire gronder. Donc, Caroline est restée parce que je suis persuadée qu'elle peut avoir des questions à poser. Et puis, évidemment, à côté de moi, je l'ai passé en dernier, parce que franchement, Charlie. Je sais pas grand-chose. Charlie, qu'est-ce que Charlie ? Charlie, c'est un psychanalyste. C'est un Charlot. Un Charlot. C'est un Charlie. Un psychanalyste. C'est un psychanalyste. Un psychanalyste. Ah, on va appeler ça comme ça. Mais allez, avant tout, c'est le Charlie, c'est drôle de dame. Allez, en route pour notre émission, nous sommes partis. Jean-Luc, je vais commencer par vous parce que je voudrais que nous parlions un petit peu, Jean-Luc, de ce que vous faites puisque vous accompagnez des patients. Jean-Luc, que veut dire accompagner un patient ? Alors, accompagner un patient, d'abord j'accompagne un patient ou des victimes, puisque je me suis un peu spécialisé, j'allais dire, entre guillemets, sur le psychotraumatisme, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui ont des traumatismes divers. Ça peut être lié à des violences familiales, lié à des violences sexuelles, lié à des attentats. Voilà, donc c'est quand même très vaste. Le champ est très vaste. L'inceste aussi ? L'inceste, la pédocriminalité, voilà, tout ce qui touche un peu les actes de violence. Les actes de violence, voilà. Sexuel ou non, globalement, je pense, Jean-Luc. Exactement. Et des patients, c'est vrai, donc, ou des patientes aussi, voilà, sur toutes pathologies confondues, mais qui souvent sont en lien, je dirais, avec les traumas subis. Donc, je travaille, quand je les accompagne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, donc je ne rentre pas sur les questions de soins en tant que telles. Je ne pose pas de diagnostic, je définis pas ce qui est bon pour eux en termes de soins. Par contre, je suis plutôt dans ce que j'appelle moi le prendre soin. C'est-à-dire que, à la demande de psychiatres, à la demande de pédopsychiatres, d'un certain nombre d'acteurs de la santé, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être aussi une institution de santé, j'accompagne ces personnes sur le vivre avec un traumatisme, et puis aussi, bien entendu, le traumatisme et les pathologies que peuvent avoir ces personnes, et j'essaie de les aider à trouver, je dirais, un chemin pour parvenir à une résilience, et en tout cas un rétablissement, voilà, qui peut prendre, bien entendu, un certain temps. Ça me fait sourire parce que Jean-Luc sait très bien que le mot résilience et moi, ça fait vraiment deux. Oui. C'est un mot que je ne supporte pas. Moi, je veux bien qu'on dise survivant, mais résilience, on le met à toutes les sauces. C'est ça. La France est résiliente. Les sports d'hiver bientôt seront résilients aussi. On ne sait pas de quoi, mais vous allez voir, ils vont être résilients. Donc voilà mon sourire que je l'explique quand même. Donc Jean-Luc, moi j'ai envie de vous poser une question. Quand une victime vient vers vous, est-ce qu'elle est passée avant par des soins médicaux et est-ce qu'elle savait, cette victime, les droits qu'elle avait ? Alors, pas toujours. Pas toujours. D'abord,
Bien entendu, lorsque c'est un psychiatre ou un professionnel de santé qui me l'envoie, il y a déjà une prise de contact avec le milieu médical. Ce qui veut dire quand même, généralement, qu'il y a une démarche qui est engagée vers le soin. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai des personnes qui arrivent, ça peut être par une association, ou alors éventuellement aussi parfois par la famille. Alors, ce qui est souvent le cas, c'est que les personnes me contactent non pas, je dirais, par rapport au traumatisme subis ou vécus. Ils arrivent par une pathologie ou un comportement qui peut interroger, qui peut poser problème. C'est des personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires, des personnes qui peuvent avoir une pathologie comme une rectocolite hémorragique ou une endométriose. Voilà. Donc c'est toutes ces pathologies qui peuvent en tout cas m'ont en tout cas m'alerter sur la cause, je dirais, qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est vrai que quand je rencontre ces personnes, parfois elles ne sont pas dans une démarche de soins, et j'essaie, en posant des questions, de comprendre un petit peu ce qu'elles vivent. Si je prends le cas des troubles des conduites alimentaires, une personne qui arrive par une anorexie, j'essaie de la guider, bien entendu, de l'amener à prendre contact avec des professionnels de santé, mais c'est pas toujours simple, hein, quand vous commencez à parler de psychiatre, de psychiatrie, ça fait parfois un petit peu peur. Voilà, donc j'essaie d'abord de comprendre un petit peu comment ce TCA, ce trouble des conduites alimentaires, s'est installé. Et puis, je dirais avec une certaine, en discutant avec la personne, en créant un certain lien de confiance, j'arrive, je dirais, à prendre conscience que derrière ce symptôme, parce que pour moi c'est un symptôme, le trouble des conduites alimentaires, il y a une cause derrière qui est un peu cachée, qui peut être un peu plus profonde. Voilà. Et donc là, voilà, j'essaie de discuter avec la personne, avec les proches, et d'amener la personne à s'engager vers le soin. Donc c'est vrai que c'est un travail un petit peu compliqué parce que, alors il y a la question, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, la question des droits, quel droit j'ai dans ce cadre-là, si je peux aller voir un psychiatre, est-ce que je vais voir un psychiatre aussi en ville ou est-ce que je vais voir un psychiatre dans le milieu hospitalier, combien ça coûte, il y a aussi des questions de coûts, parfois derrière, il y a l'argent, il y a la question aussi, je dirais, de la reconnaissance, je dirais, du trauma subi par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie, si la personne travaille, si elle ne travaille pas, si elle est étudiante ou pas. Voilà, donc c'est un accompagnement, ce que j'appelle un accompagnement global, où j'essaie de regarder un petit peu, de reconstituer un peu le puzzle par rapport aux pathologies que la personne peut avoir, à son trauma, et puis essayer ensuite de construire, j'allais dire, un parcours de soins, mais un parcours aussi de santé, donc en prenant en compte aussi tous ces contextes de vie. Et donc à ce moment-là, avec mon réseau, c'est d'aller chercher le bon professionnel de santé qui est en capacité de la prendre en charge, de poser déjà un diagnostic. Et puis, puisque voilà, moi j'ai quelques idées, mais je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professionnel. Donc voilà, donc je vais voir les personnes ensuite et je les accompagne sur un temps qui peut être relativement long, hein, ça peut être 5 ans, 7 ans, 10 ans. Voilà, il faut le savoir, hein, j'accompagne une personne depuis déjà 7 ans, j'ai accompagné une personne pendant une trentaine d'années aussi, donc voilà, donc ça peut être extrêmement long et donc je suis dans cette démarche-là. Mais vous y êtes tout seul ou cette personne pendant 30 ans est allée voir des spécialistes? On parlait des psys, etc. Alors, ou il ne voulait pas? Elle n'a jamais voulu voir de psy. Oui. Voilà, de c'est intéressant. Donc, on est au début en fait de son parcours là. Et j'essaie de faire en sorte, comment on va dire, je n'impose pas quelque chose à la personne. Pour moi, la personne, si elle doit pouvoir se rétablir, ou si elle veut se rétablir, il faut qu'elle soit dans une démarche, voilà, une démarche de soins. Si elle n'est pas dans une démarche de soins, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. Donc, voilà. Donc, si elle ne veut pas voir de psychiatre, j'essaie de comprendre pourquoi elle ne veut pas voir de psychiatre. J'interroge aussi les psychiatres sur sa situation. Donc, ils me posent aussi un certain nombre de questions. Et les psychiatres, dans ce cas-là, personne m'ont dit, non, mais c'est quelqu'un aussi qui avait déjà un certain nombre d'années et qui m'ont dit, vu son parcours et vu la complexité de sa situation, peut-être que la priorité, ce n'est pas forcément la démarche psychiatrique, mais c'est peut-être l'engager vers des soins qui sont des soins somatiques, ce qu'on appelle somatiques, c'est-à-dire par rapport aux pathologies qu'elle a pu développer. Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce qu'il y a eu une modification pendant tout ce long parcours et sans autre soin finalement que votre accompagnement? Est-ce qu'il y a eu une modification de ces troubles? Alors, il y a eu une amélioration. Par exemple, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de TOC, qui s'automutilait, donc il ne s'automutile plus. Voilà, les TOC, alors il reste toujours
quelques tocs, mais voilà, on sait que c'est quelque chose qui peut y avoir une amélioration dans ce cadre-là. Après, comme je dis, c'est plus on prend les personnes en charge tôt, et plus on a des résultats, bien entendu, positifs, puisque tout ce qui est pathologie, tout ce qui est troubles psychiques ne se chronicise pas, et donc on arrive quand même à rétablir, à avancer dans la prise en charge globale de la personne et dans les soins. C'est ce qu'on dit pour la mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'on dit que plus elle est prise tôt, plus c'est pris tôt, et plus effectivement cette mémoire traumatique n'existera plus. Tout à fait. Mais après, le temps, ça va dépendre aussi justement je dirais, d'un certain nombre de contextes. Je dirais le contexte familial, le contexte, je dirais, social, etc. Donc voilà, il faut prendre tout ça en compte. Et moi, en tout cas, ce que je fais avec ces personnes-là, c'est que j'essaie de les autonomiser au maximum. Donc je les accompagne, je suis présent. Je les accompagne chez le médecin généraliste, je les accompagne à rendez-vous chez le psychiatre. Alors je ne rentre pas bien sûr dans Et chez une psychologue clinicienne, sexologue comme Michel, qu'est-ce qui se passerait ? Vous pourriez accompagner quelqu'un ? Alors je l'accompagne jusqu'à l'accueil. Voilà. Après, bien entendu, moi je ne suis pas médecin. Le processus, Jean-Luc. Est-ce que vous téléphoneriez, par exemple, à Michel en lui disant, ben voilà, j'ai un cas, est-ce que vous pourriez en parler avec elle, par exemple ? Alors oui, parce que moi je fais partie aussi d'un milieu associatif, donc je suis soumis au secret professionnel. Donc voilà, je peux échanger avec le professionnel de santé. Après, si vous voulez, moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue non plus. Donc après, toute la démarche, la thérapie, etc., j'entre pas dans ce débat-là. Je veux dire, c'est le professionnel qui travaille. Alors, parfois, la personne aussi concernée m'en parle, me dit, j'ai fait telle chose avec tel psychiatre ou telle chose avec le psychologue, mais voilà, j'ai pas forcément adhéré un petit peu à ce qui m'a été proposé ou à ce qui a été fait. Et donc, moi, mon rôle, c'est pas de porter un jugement sur ce qui a été fait, mais je dis à la personne, mais est-ce que tu en as parlé avec la psychologue ? Alors, des fois, souvent, ils me disent, ah ben non, ou avec le psychiatre, ah non, j'ai pas osé, ou je lui dis, ben voilà, il y a des déjà, blocages, la première chose, c'est débloquer les choses. Justement, alors Michel, on va en parler avec vous, parce que justement, on a parlé, je vous l'ai dit, de la sexualité des victimes. Bon, qui dit sexualité des victimes, il y a différentes sortes de personnes qui souffrent du sexe. C'est pas uniquement des gens qui ont été violés ou agressés ou incestés. Mais vous, Michel, je suppose que vous devez en recevoir des victimes. Oui, bien sûr. Alors, je voulais quand même juste rebondir sur l'histoire d'aller voir tel ou tel praticien. Pour moi, c'est capital. Ça veut dire que pourquoi cette personne frappe. Il y a des psys dans Paris, il y a des psys à toutes les portes cochères. Je trouve assez intéressant de savoir pourquoi on s'emmène là. Donc, quand vous lui posez la question, ou éventuellement il peut faire une liste de personnes que contacter, ça, je trouve que c'est c'est pas le hasard. Après, ce qui est important, c'est de savoir si on reste chez un psy, même qui ne vous convient pas. Parce qu'il y a des gens qui se font sadiser pendant des années, allongés sur un divan et qui sont maltraités, qui peuvent être maltraités dans des thérapeutes qui ont des pathologies comme tout le monde. Et ça, je voulais juste vous répondre là-dessus parce que je trouve que c'est important. Alors, pour en revenir à une victime, donc, voilà, problème sexuel. Alors là, je vais quand même le cibler. Une personne qui a été victime d'inceste, par exemple, qui donc a une opinion du sexe qui est totalement en vrac dans sa tête, ça ne peut pas aller, qui a essuyé certainement peut-être des viols après, parce que vous savez, adultes en général, ça continue. Donc elles ont besoin de vous, parce qu'en fait c'est un appel au secours, elles ne viennent pas comme ça vous voir pour le plaisir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles, Michel ? Alors d'abord, j'ai envie de faire quand même la différence entre l'inceste. Alors déjà, l'inceste, que ce soit, vous parliez tout à l'heure, je vous ai écouté d'un frère, l'inceste avec un père, l'inceste avec un grand-père. Bien sûr. J'ai eu une jeune femme un jour qui est arrivée, 25 ans, elle avait des problèmes à son travail, elle n'arrivait pas à se fixer, et elle est venue. Et quand elle a raconté cette histoire, j'avais eu ça à Sainte-Anne, et vraiment, je ne croyais même pas que c'était possible un grand-père. Et le grand-père, donc, cette petite gamine, à l'âge de 8 ans, sa maman la déposait tous les jours chez les grands-parents. Et pendant de 8 à jusqu'à la puberté, le grand-père la violait quasiment tous les jours. Alors elle explique un jeu je joue, vous savez, comme ça, et puis elle jouait comme ça, nous on faisait ça, c'est quand on était enfant. Elle était en plein procès, donc quand elle faisait un procès à son grand-père. Mais une des questions que j'ai posées à ce moment-là, c'était
Mais je crois qu'elle était d'origine, je ne sais plus si c'est espagnole ou portugais, mais j'ai dit, vous aviez d'autres, il y avait des petits cousins, vous aviez des frères et sœurs, et elle m'a regardée et elle m'a dit, j'étais sa préférée. Ah oui, c'est vrai. C'est une arme qu'utilisent justement Voilà. ces personnes-là, bien sûr. Alors, c'est quelque chose de terrible, ça, bourreau-victime. Alors, à cet âge-là, évidemment, non. Mais ce lien si particulier avec son bourreau, c'est quand même... Parce qu'il y a quelque chose d'assez fort, donc j'étais sa préférée. Voilà, alors le procès a eu lieu. Enfin bon, moi, je l'ai beaucoup aidée. Elle ne voulait même pas demander tant d'argent que ça. Finalement, après, elle a réussi à avoir une valeur, parce que quand même, quand on parle de viol, se faire violer par un inconnu n'a absolument rien à voir C'est pas pareil. avec cette relation de confiance et avec effectivement l'amour que l'enfant a pour le violeur. Et surtout, un viol, c'est une fois. Dans les problèmes incestueux, il y a une récidive. Moi, j'ai eu le cas aussi d'une famille. Le père était pas rabbin, mais enfin, il n'avait jamais travaillé, il étudiait, il avait enfin tous les stigmates un peu de l'extrémiste. Et j'ai eu les 3 filles. Il avait 3 filles et un fils. Une des filles était violée tous les soirs par le père. Les 2 autres étaient jalouses elles se demandaient, mais qu'est-ce que papa va faire dans la chambre tous les soirs? Et le frère était battu par le père, et le frère embêtait les 2 sœurs. Eh bien, évidemment, je ne vais pas employer le mot que vous n'aimez pas, mais j'ai les trajectoires des 3 filles. Celle dont la sexualité marchait bien, dans ce qu'elle disait, c'est-à-dire une sexualité normale, si on peut savoir ce qu'est une sexualité normale, et bien des 3 sœurs, c'était celle qui était violée par le père. Les points communs qu'elles avaient les 3, elles étaient toutes avec des hommes addicts. Elles avaient, quand je les ai connues, 20, 25, 30 ans. Alors, un addict au porno, un addict à la cocaïne et un addict au pétard. Mais donc, elles ont chacune développé quelque chose de totalement différent. Et sur celles qui n'étaient pas abusées par le père, il y avait une qui était impénétrable vaginique, des femmes qui ne peuvent pas être pénétrées, donc on peut dire une phobie de la pénétration, mais elle n'avait rien subi. Alors évidemment, le climat était incestueux, parce que inceste, il y a de l'inceste qui est acté, mais le climat incestueux est terriblement délétère. Mais vous vous rendez compte, la jalousie, évidemment qu'elle ne savait pas ce qui se passait dans la chambre. D'ailleurs, quand l'histoire de Kouchner, on voit bien quand elle dit il sortait de la chambre et il venait dans la mienne. Et moi, je suis persuadée qu'il y a aussi quelque chose, je ne sais pas. Mais vous voyez, ce climat, parce que vous vous rendez compte, arriver à être jaloux de quelque chose qui est sous-jacent, pas normal, parce que la maman ne dormait pas il y a aussi beaucoup d'histoires où la femme ne dort pas dans le lit du père. Et moi, j'ai quelqu'un que je connais très bien et au moment, la femme ne voulait pas coucher avec son mari, tout simplement, et elle mettait la fille dans le lit du père. Et au moment où la fille a eu ses règles, elle a dit, maintenant, tu ne dormiras plus avec papa. La complicité. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. La complicité des mères, c'est terrifiant. Compliqué. Sujet totalement tabou. C'est compliqué. Alors, c'est vrai que bon, je sais que vous aussi, vous allez à quelques émissions de Brigitte Lahaie, et c'est très, très compliqué, cette histoire de savoir le moment où il y a quelque chose dans la transgression et dans l'horreur qui est un mélange de sensations effractantes, épouvantables dans tous les sens, et avec le corps une toute petite part, même si on est absente totalement, il y a une toute petite part de quelque chose qui est terriblement difficile à exprimer. Alors, certains disent, et j'ai relu Dolto, là, je trouve ça absolument aberrant que Dolto ait pu dire que c'était les violeurs qu'il fallait, enfin les pères incestueux qu'il fallait... bon, alors, c'est compliqué cette histoire. Ça me rappelle cette horrible phrase de Paul Bensoussan, l'expert.
notoire, maintenant on n'en entend plus parler, c'est un peu calmé, qui avait parlé lors d'un procès de Betty Manéchet. Il y a des incestes heureux. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi je vais vous dire que la manière que j'ai, qui a de temps en temps été positive, c'est dans ces femmes qui ont été victimes de quelque chose qui est un viol qui est épouvantable, pour les resexualiser, ça veut dire que pour essayer parce qu'on voit, nous, la sexualité, attendez, je vais le prendre d'une autre manière. La sexualité, pour nous, c'est voilà, on s'aime, un grand cœur, on fait l'amour, et voilà, ça n'a, je vais peut-être un peu vous choquer, mais ça n'a jamais été excitant, sauf au début d'une relation. Ça veut dire que l'amour avec un grand A, il est dans la rencontre, il est dans l'alchimie, etc. Mais passé un certain temps, ce qui fait la différence et qui fait qu'on continue à avoir des relations sexuelles, d'abord c'est la libido, et en deuxième c'est le désir, mais surtout ce qui est efficace, c'est l'excitation. Or, c'est ce fameux toute petite chose qui reste dans des actes agressifs, et je pense encore beaucoup plus logique quand c'est quelqu'un qu'on aime, un frère, un père ou un grand-père, qui reste, et ces femmes-là, j'ai réussi à les faire resexualiser. Mais c'était très compliqué en leur disant, là où c'est dégoûtant, c'est excitant. Et la transgression, elle fait partie de ça. Mais aller dire à quelqu'un qui a subi des choses comme ça, et c'est pour ça que l'excès de dire les femmes jouissent dans le truc, je crois qu'il faut vraiment essayer de dire que le corps peut répondre et peut être excité sur des choses, excusez-moi, dégueulasses, transgressives, comme nous tous, quand on est sur l'autoroute et qu'il y a un accident, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde qu'il y a un macabé parce qu'on est dans des pulsions de vie et des pulsions de mort. On prend en photo, et filme. on peut éventuellement prendre en photo, mais surtout, on n'est pas très content quand il n'y a pas de mort. Ah, c'est juste de la carrosserie, alors on passe son chemin. Donc je crois que la pulsion de vie et la pulsion de mort nous animent du début à la fin. La sexualité, c'est du vivant, c'est de la pulsion, mais je crois qu'on ne fait pas assez la différence entre libido, désir et excitation. Et vraiment, l'excitation, elle n'est pas pure. Je disais tout à l'heure l'histoire de la pornographie. Si on s'excite, parce que malheureusement, et justement chez Brigitte Lahaye, j'avais dit que les femmes ne regardaient pas, je me suis fait huer. Aujourd'hui, mondialement, sur 100% qui regardent du porno, il y a 30% des femmes. Alors évidemment, on les a habitués. Et des femmes réalisatrices d'ailleurs, pour de la pornographie féminine. Oui, mais on a dit pendant des années que les hommes étaient visuels, d'où regarder un beau corps ou regarder du porno, et les femmes contextuelles. Et les femmes sont en train, et je ne suis pas sûre que ce soit formidable, de se modifier totalement et de devenir des visuels et s'exciter sur des choses qui... alors là, il y a beaucoup à dire. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup à dire et moi, je ne peux pas m'empêcher de vous dire quand même quelque chose puisque je l'ai vécu, moi. Je sais ce que c'est que l'inceste par un grand-père, vous voyez, donc on est exactement dedans. Je peux vous dire aussi, c'est que vous perdez, en gros, votre corps ne vous appartient plus et vous ne l'aimez pas. Donc le premier problème, vraiment la première des choses qu'il faut comprendre, c'est redonner une valeur à ce corps. Parce que ce corps, je peux vous dire une chose, c'est que si vous n'êtes pas entre les mains de personnes qui vont faire attention à vous, qui vont vous aider, eh bien, vous allez le donner à n'importe qui pour ressentir un petit peu de tendresse. Parce que ce qu'il vous manque, c'est pas du sexe, c'est de la tendresse. Et pour la tendresse, on vendrait son âme au diable. Je sais, je l'ai connu. C'est le fameux désir, hein, parce que le désir, oui. Les femmes disent, certaines femmes, mon mari ne touche pas, j'ai pas main. Mais il y a évidemment des femmes qui adorent le sexe, mais la plupart des femmes, elles veulent surtout être désirées avant d'avoir un rapport sexuel. Et le désir est quand même ce qui anime. Maintenant, comment on tweet, j'allais dire, entre comment rencontrer... Parce que quelle est l'intention de celui qui inceste ou l'intention du violeur ? Parce qu'il y a quand même toute une période, que ce soit Cohn-Bendit, Matzneff et tout ça, tout ce qu'on entend, c'est qu'ils étaient très fiers
d'avoir fait ça. Donc le rapport, là, c'est en train d'évoluer, mais ces livres-là, on les a lus, on n'a pas été, il y a 30 ans, je ne sais plus exactement, excusez-moi dans les dates, mais il y a quelque chose aujourd'hui où c'est formidable que la parole se libère, mais la plupart des cas encore, aujourd'hui, je vous assure que quand une enfant ou une jeune fille ou une jeune femme va dire ce qui lui est arrivé, on ne la croit pas, ça va foutre un bordel, excusez-moi, dans la famille. Et il y a même des femmes, moi je connais une femme qui a dit à sa mère, elle avait 60 ans quand elle a parlé à sa mère en disant, voilà ce que papa me faisait quand j'allais un week-end sur 2 en garde alternée, c'était pas les gardes alternées, c'est un week-end sur 2. Et vous savez la réponse de la mère? Si tu savais ce qu'il m'a fait à moi. Ah mais ça c'est très fréquemment. Et voilà, ça c'est l'éternel problème. On ramène à soi au lieu d'écouter. Oui, mais attendez, l'écoute c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, mais c'est encore compliqué. C'est très compliqué. Je pense que c'est formidable que la parole se libère. Maintenant, sans parler du mot que vous n'aimez pas, je pense qu'il y a les deux conduites. Il y a effectivement des conduites extrêmes avec son corps il y a de l'hypersexualité, comme et puis, le contraire. Quelque chose d'autre, à moins que, parce que moi je crois quand même énormément aux rencontres, je pense qu'il y a un jour, si c'est une femme qui a été violée ou abusée sexuellement, un homme qui va renvoyer autre chose à cette personne, qui va la regarder autrement. Et peut-être, enfin, moi j'ai beaucoup d'espoir. Non, vous avez raison. Je garderai l'espoir. J'ai presque envie de vous dire, là on parle d'un oiseau rare. Parce que Mais c'est un oiseau rare qui va peut-être aussi donner un témoignage que de dire on va en mourir ou on s'en remettra pas. Non, mais c'est totalement vrai. Mais vous savez, quand je dis un oiseau rare, c'est que pour un homme, accepter une femme qui a, en gros, qui ne ressent rien, il faut dire la vérité, qui a du dégoût de son corps, parce que c'est comme ça qu'il va la trouver, c'est pas autrement. Au début, elle va être comme ça. Elle rejette le sexe. Elle a besoin d'amour, de tendresse, d'affection. Mais le mot sexe la ramène à sa petite enfance et à ce qu'elle a vécu. Elle rejette ou elle en abuse. Voilà. Mais quelle est l'intention du violeur? Et je pense que ça, évidemment, on s'y intéresse pas parce que, enfin, évidemment, on doit s'y intéresser parce qu'il y a aussi des violeurs qui viennent consulter. Mais quand l'enfant est incestué, quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est bien là le gros problème. Souvent, il a été lui-même abusé, peut-être. Oui, mais vous savez, ça, on n'en finit pas avec ça, le battu qui va battre et tout ça. Bon, après, vous savez, ça donne presque une légitimité. Ah ben, j'ai été battu, je bats. Ou alors, mon père fumait, je fume. C'est ce qu'on appelle les mécanismes d'identification de l'agresseur, etc. Mais ça évite d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Totalement. Et les avocats s'en servent lors des cours d'assises également. Attention, Elisabeth, vous êtes d'accord avec ça? Et donc, l'avocat. Mais moi, j'ai retrouvé ce matin. L'avocat de la défense, il est là pour essayer de trouver, non pas pour innocenter son client obligatoirement, mais pour essayer de trouver, de faire son travail. Il fait son travail. Oui, il fait son travail. Moi, j'ai retrouvé ce matin, pas plus tard que ce matin, très tôt. Quel hasard. Par hasard, mais totalement par hasard en plus, sincèrement. Je suis tombé sur une de mes bibliothèques au cabinet, sur un livre qui s'appelle « L'enfant violenté, des mauvais traitements à l'inceste ». Et j'ai beaucoup aimé le titre « L'enfant violenté ». On ne parle pas de petite fille, on ne parle pas de petit garçon. Et on évoque effectivement à l'intérieur les mauvais traitements, la violence physique, la cible. Pourquoi cette cible-là? Pourquoi cette violence, effectivement, sur ces victimes quelle est la personnalité de ces parents qui sont maltraitants, violeurs, etc. Et puis les intervenants. Ça date de 1986. C'est un des premiers ouvrages qui a traité, qui a abordé l'inceste. Alors, vous savez, l'inceste, c'est le plus vieux ça a tabou été du écrit, monde. Ça a été écrit par Michel Rouillet et Marie Drouet. C'est le plus vieux tabou. Oui. Alors moi, j'allais réagir en disant à Pascal, moi, lorsque ça m'est arrivé, que j'ai pu parler. Alors, quand j'ai pu parler, mon père m'a cru. Le médecin a validé... C'était le père de votre père ou le père de votre mère? De ma mère. D'accord. Non, de ma mère. Mais c'est pour vous expliquer. Le médecin valide tout ce que j'ai pu dire et au-delà même de ce que j'avais pu dire. Donc c'est un rapport horrible. À ce moment-là, ma mère est mise au courant
Eh bien, je vais vous dire ce qu'elle a dit. La raison qu'elle a donnée. Elle a dit à mon père et à moi, hein, et elle me le répète encore maintenant, elle est toujours vivante, ma mère, hein, elle se porte très bien. Elle m'a dit, ah ben oui, mais c'était normal. Mon père, il a été prisonnier, c'est un brillant officier. Il a été mis dans des conditions épouvantables. Donc, qu'est-ce qu'il a dû subir, le pauvre? Voilà pourquoi il a fait ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'horreur que vous subissez? C'est pas de sa faute. Qu'est-ce que je faisais là, moi? Pourquoi, hein? Moi, j'ai parlé, pourquoi? Parce que je ne voulais pas que ça arrive à ma cousine. J'ai une cousine qui avait quelques mois de moins que moi. Et comme on passait nos vacances ensemble, c'est là que ça se passait, je me suis dit, maintenant, il va passer à ma cousine. C'est pas possible, je n'ai pas le droit de laisser faire ça. Mais il me menaçait, hein. Il menaçait de tuer mes autres grands-parents qui m'avaient élevé. C'est un monstre, hein. Mais voilà ce qu'elle me colporte encore aujourd'hui. Et voilà comment on détruit une victime à vie. Parce que je ne sais pas, vous vous rendez compte, quand on vous met ça dans la tête, moi j'avais même pas 12 ans, allez vous sortir ce mécanisme après. Et après, qu'est-ce que je faisais? Quand je tombais sur des êtres violents et autres, eh bien à chaque fois je me disais, mais finalement, c'est normal. J'ai pas mérité autre chose. Cet être-là qui vient... Alors si tous les hommes sont violeurs, mais alors oui, c'est normal que mon grand-père soit violeur et il est validé. C'est que ça rentre dans votre tête. Mais oui, et c'est oui. répétitif. Et vous savez, je vais vous dire une chose, parce que pourquoi j'aime pas le mot résiliente? C'est comme ça que j'ai rencontré Pascal. On s'est rencontrés sur un plateau de télévision. Moi, je présentais à ce moment-là mon premier livre, où j'expliquais ce que j'avais subi. Et après, donc, Pascal, qui était le psychanalyste du plateau, a pris la parole. Et il m'a dit une chose qui m'a profondément touchée, parce que ça m'a révélé quelque chose. Le mot résiliente, on l'oublie, n'est-ce pas, Pascal? On est totalement d'accord. Totalement. Et il me dit à ce moment-là, mais je crois que, en fait, c'est un peu comme un crime de guerre. Vous êtes une survivante. Et le mot survivante, ça m'a... Qu'il ait pu associer ça à un crime de guerre... J'ai parlé de la Shoah. Et de la Shoah. Je n'osais pas trop prononcer le nom, mais c'est vrai, de la Shoah. Je Eh m'en bien, rappelle. vous savez, c'est comme un pansement qu'il m'a mis ce jour-là. Et c'est pas par hasard qu'on travaille ensemble. Il m'a donné envie d'aller vers des victimes, de les aider, comme ce jour-là, il m'a tendu la main, parce que cette main-là, il s'en est peut-être pas rendu compte à ce moment-là, mais c'était la première fois qu'on me réconfortait et qu'on me... En gros, je me sentais en accord avec moi, vous voyez, j'avais trouvé quelque chose... Non, je n'étais pas résiliente, je ne serais jamais genre de ce mot-là, mais survivante, oui. Et cette survivante-là, elle a le droit à une vie. Elle a le droit d'exister, elle a le droit d'avoir un mari, elle a le droit d'avoir des enfants, elle a le droit d'être ici ce soir, de vous réunir autour d'elle, de faire une émission. Elle a le droit à tout puisqu'elle est survivante. C'est un meurtre, hein. C'est un meurtre symbolique, Absolument. mais c'est un meurtre. Absolument. Et alors justement, Jean-Luc, comment vous recevez ce qui est raconté là ce soir, survivante, résiliente, ou pas, dans l'accompagnement que vous faites? Chez les victimes, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément toujours de résilience. Voilà. Mais d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs résiliences, parce qu'on peut, voilà, c'est pas, on peut avoir plusieurs traumas et donc voilà, des résiliences successives. C'est vrai que c'est un terme qui est très galvaudé, je veux dire. Enfin, on l'a mis. Oui, c'est Boris Cyrulnik qui l'a utilisé et on l'utilise à n'importe quel sens aussi peut-être. Voilà. On peut peut-être trouver un autre terme, peut-être. Les gens qui s'en sortent un peu mieux que les autres. C'est ça, voilà. Et je pense que c'est au-delà du terme, j'allais dire, c'est d'expliquer aux personnes, c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné, elles peuvent quand même s'en sortir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'une fois que, voilà, même quand on parle de rétablissement, on peut être rétabli, mais on n'est pas forcément guéri. Je veux dire, de quelque chose, comme on peut être guéri et pas rétabli. Donc voilà, mais c'est de dire aux personnes, vous voyez, vos cicatrices, vous avez aussi vos cicatrices, elles sont là, elles seront toujours là, mais ces cicatrices, elles ne vous empêchent pas de vous construire et de prévoir éventuellement, voilà, rentrer dans un projet de vie qui peut être aussi familial. Voilà, les études. Voilà. C'était mes études. Mais on peut dire aussi cabosser comme une voiture. Bien sûr, hein. bien sûr. Cabosser, c'est un mot qui J'aime bien très cabosser. juste, oui. Il y a la cicatrice, mais il n'y a plus la douleur. Et c'est ce qu'on dit à travers cette émission à chaque fois. On peut s'en sortir. Il y a toujours un message d'espoir. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce côté un peu d'espoir. C'est toujours donner un peu d'espoir à la personne. Voilà. Alors il ne s'agit pas de dire non plus que tout va être rose. Hein, que, voilà, mais ça ne sera pas rose. Mais de toute façon,
façon, c'est rose pour personne. Non, mais qu'est-ce qu'on en fait? Puisque Voilà. de toute façon, on peut pas, c'est pas comme le film, là, on peut passer en arrière, on peut pas. Ça existait. Non, faut continuer. Maintenant, il y a des C'est gens ça. qui ont appris que très très tard et qui sont dans le déni toute leur Ah, vie, ça, qu'il a c'est- eu lieu quelque chose, parce que ça rentre pas dans la mémoire autobiographique, ça rentre dans la mémoire traumatique, et celle-là, elle n'est pas accessible. Et là, vous avez des séquelles Absolument. de phobie, de kleptomanie, de toutes les phobies, de tous les névroses de la Terre, sans avoir la conscience qu'il y a eu quelque chose. Moi, j'ai une seule personne, une femme, qui ne se souvenait pas. Je posais toujours la question de c'est qui le premier. Mais oui. Ouais. Mais oui. Eh bien, elle ne savait pas. Mais oui, Vous savez, moi, c'est totalement alors, je vrai. ne peux pas citer ce Non. cas très médiatique, mais effectivement, où un enfant abusé dit « mais moi j'ai envie de continuer à voir tonton, mais tonton il est en prison ». Mais oui, mais pourquoi tonton est en prison? Ben oui, mais il t'a violé. Vous voyez, c'est ça, hein, tous les mécanismes psychiques de déni, etc. C'est bloqué. extrêmement Oui, mais complexe. c'est le lien du bourreau avec sa victime. C'est ça. Parce que énormément de fois, quand c'est les histoires de garde partagée comme ça, alors qu'un enfant de 3 ans qui est touché ne puisse pas crier, pleurer, qu'on ne voit pas, que je ne sais pas. Mais quand vous avez des jeunes filles, des petites adolescentes qui retournent voir papa, un week-end sur 2, et ça recommence. Alors au retour, on peut dire la maman n'a pas vu, mais qu'est-ce qui s'est passé et quelle est l'importance encore, et quels sont les mots qu'a dit le violeur ou l'abuseur, parce que certains font boire et fumer. Hein, moi, je connais une Ah femme oui. qui, quand son père la violait, tout en lui disant que c'était pas pour elle, qu'elle ressemblait tellement à sa mère, il la faisait boire du pastis et fumer. Ben, cette femme, elle a toute sa vie fumé 2-3 paquets de cigarettes par jour, et à 50 ans, elle a trouvé le moyen de trouver un homme qui l'a fait boire, et pas n'importe quoi, du pastis. Et c'est quelqu'un que je connaissais un peu et qui m'a appelé un jour en disant « Je viens de me souvenir, à plus de 50 ans, que mon père me faisait boire du Ricard et fumer une cigarette à 11 ans. » C'est clair. Et elle a trouvé des hommes qui la faisaient fumer et boire. Non, mais c'est incroyable. Non, mais vous avez raison. Et elle ne se Bien sûr. souvenait pas de la scène. Donc Ça se ça, c'est bloque. très important de dire que Il dans le peut y cerveau, avoir- il n'y a pas de... Il peut y avoir une mémoire traumatique ou un oubli Mhm. un déni total. jusqu'à... Ah, complètement. Il n'y a pas Ah, mais d'âge, jusqu'à hein. âge, Il y a pas vous d'âge. pouvez, à 50 ans, Non, mais ça quand veut- je dis jusqu'à... Qu'il ne soit jamais... non, qui sortent pas. Jamais. Qui sortent pas. Moi, j'ai des choses qui sortent en séance quelquefois. C'est assez impressionnant. Parce que Mais ça sur- sorte à 50, 60 ans, 70 ans, déjà ça sort. Mais si ça ne sort Je vais- jamais, c'est une... Pour que vous compreniez ça, je vais vous expliquer quelque chose sur une jeune fille qui est venue me voir. Elle n'avait pas du tout eu de viol, mais sur les inscriptions sexuelles. Parce que Freud disait qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant est un pervers polymorphe. Mais les choses qui s'inscrivent, C'est pas faux. les choses qui s'inscrivent très très tôt, cette jeune femme, elle vient, elle a 20 ans, et elle me dit, je n'arrive pas à avoir de plaisir, sauf quand je me mets une télécommande entre les jambes et que je fais comme ça. Et elle me raconte son histoire, et elle me dit, ben voilà, ma maman est partie quand j'avais 5 ans, on l'a jamais revue, j'ai vécu avec mon papa, et vous allez voir, c'est pas, elle a mis un temps à raconter cette histoire. Elle avait que 20 ans, mais enfin, c'est sorti de quelque part. Je lui dis, mais ça correspond à quoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y avait quelque chose? D'un coup, elle me dit, « Oh, c'est pas possible. » Elle dit, il m'emmenait faire les courses. Et ce que j'adorais, il me mettait sur le caddie, vous savez, le truc rouge, Ouais. là. Oui. Et ben, elle se frottait sur la barre. Et cette conduite de frottement, moi j'ai énormément de patientes qui se frottent. La conduite de frottement est une conduite très très archaïque de ces âges-là, 3 ans, 6 ans, et où les petites filles se frottent, alors sur un oreiller, sur un nounours, et ça s'inscrit. Donc quand on comprend que ce qui s'est passé à 3 ans va influencer sa sexualité, excusez-moi de parler plus crûment, mais c'est pas cru puisque je vais parler clitoris, c'est des femmes, elles ne veulent pas que les hommes les touchent, jamais le clitoris, parce qu'elles veulent se frotter. Ça veut dire que ces scènes
très très anciennes ont validé, ont imprimé, pardon, excusez-moi, leur sexualité. Et là, il n'y a pas de viol, il n'y a rien. Le père, il était nickel chrome. Mais la petite a eu des... Et ça, quand on retrouve, parce qu'elles ne retrouvent pas ce moment, mais elles n'ont jamais arrêté de se frotter. On peut en parler pendant des heures et des heures, certain. Et durant plein certain. d'émissions. Hein. Et ce qui amène à dire quelque part, c'est que il y a des gens qui nient l'inceste ou même les violences par des pédocriminels, parce qu'ils disent mais non, c'est parce que tu es des malsaine, c'est parce que tu te touches toi-même. Moi j'ai des victimes qui me l'ont dit, alors que ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Mais qu'on découvre la sexualité, c'est vrai que c'est ces âges-là. Alors, je sais pas, Freud disait que même dans le train, alors maintenant il y a des TGV, ça fait comme ça, mais le train il faisait comme ça. Oui, bien sûr. Le cheval, le vélo, c'est des choses qui ont sensibilisé. Le problème, c'est qu'on confond. Quand on dit à un petit garçon, il veut sa maman, mais il veut sa maman, il ne veut pas faire l'amour à sa maman, il veut sa maman pour lui. Mais il y a des sensations et quand les gestes... Alors après, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'à l'autre ? Moi, j'ai élevé mes enfants avant de faire de la psy. Heureusement, parce que quand vous avez un bébé devant vous et que vous mettez votre tête comme ça pour lui frotter le ventre, bah, si vous êtes nickel dans vos intentions, ça ne va pas faire de traumatisme. Maintenant, si vous mettez la tête et que vous êtes tordu ou pédophile ou je ne sais pas quoi, l'intention, parce qu'on dit que les enfants ont exagéré et tout, bah, une main comme ça, l'enfant il fait la différence avec une main qui est insistante et qui va... Vrai. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi entendre les intuitions. Et puis, ça nous rappelle notre auteur qu'on a reçu le mois dernier, puisque lui, c'était sa grand-mère qui, au nom de prendre des bains, etc., en fait, avait des gestes. Donc, vous voyez, en fait, on pourrait en parler, c'est parce qu'elle me disait en aparté toute la nuit, mais c'est vrai. Mais vous savez quoi ? Je pense qu'on en reparlera et je vous réinviterai parce que je crois qu'on a tous et toutes beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Vous êtes partant ? Il faut laisser un message d'espoir. Voilà. Ah, mais l'espoir, c'est pour ça qu'on est là. Sinon, on ne serait pas là. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Là, je suis... Hélas, merci de nous avoir obligé de invités. mettre à fait. Mais nous, on était très heureux de vous recevoir. C'est un peu court, mais... C'est trop court pour nous, hein. On restera bien mais là on toute l'année. recommence. Et on fait passer des messages, surtout. On reviendra, c'est ça le plus on important. reviendra. Et je redis la même chose tout le temps. L'espoir fait partie de nous. C'est ce qui nous porte. Sinon, pourquoi serions-nous tous là ? Puis donner du sens, peut-être. Et donner du sens, oui. Même à l'impensable. Ah oui, oh oui. Eh bien, écoutez, là... Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Après vous avoir dit des choses aussi dures quand même, prenez soin de vous. Et prenez soin de vos enfants. Prenez soin des victimes. Parce que les victimes, aimez-vous, mais pas comme ça. Hein. Non mais... Voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup... Donner parce que c'est finalement ce qui nous porte et ce qui nous aide à exister. Et rappelez-vous, non, j'aime pas le mot résilient, mais le mot survivre. Être une survivante, alors ça, oui, j'en suis une et fière de l'être. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Envie d'autre chose qu'au cou. Ces traces de coups de colère. Par indifférence du coup. Ceux qui se taisent et tolèrent. Oh, quand j'ai l'innocence.
envie